Aujourd'hui, à Rencontre, un astrophysicien québécois de réputation internationale, Hubert Reeves. Bien, Hubert Reeves est né à Montréal. Il a fait des études au Collège Jean de Brébeuf, à l'Université de Montréal, à l'Université McGill. Puis, il est allé chercher un doctorat en astrophysique à l'Université Cornell des États-Unis. Il est revenu à Montréal où il a enseigné à l'Université de Montréal l'astrophysique en même temps qu'il était conseiller scientifique de la NASA. Mais depuis une quinzaine d'années, il travaille surtout en France. Il est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Il travaille au laboratoire de physique nucléaire de Saclay et à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est très imposant tout ça, Hubert Reeves, mais j'avoue, je me demande franchement comment vous allez faire pour parler à quelqu'un qui, comme moi, ignore mais vraiment tout, sauf ce qu'il a un peu lu et ce qu'il a essayé de comprendre de votre livre sur l'astrophysique. C'est une démarche que j'ai adoptée depuis assez longtemps, précisément, d'essayer de rendre accessibles les problèmes de l'astrophysique, de la physique, de la chimie, à des gens qui n'y connaissent rien. Et je dois vous dire que j'ai fait des conférences de vulgarisation aussi bien à des enfants de 10 ans ou même 8 ans qu'à des vieillards dans des maisons du troisième âge et récemment à des sourds. Ça, c'était vraiment quelque chose de faire une conférence et d'avoir quelqu'un derrière qui fait des petits gestes. Mais vous parlez des étoiles, vous parlez des astres, vous parlez de cette unité. De l'histoire de l'univers. Un peu, en gros, ce qui est raconté dans mon bouquin, c'est la vision que nous avons maintenant du développement de l'univers dans lequel nous vivons. Vision qui est quand même fantastique. Quand je vois, par exemple, aux premières pages de votre livre, que la première étoile, l'étoile la plus proche de nous, serait située, si je me rappelle bien, à 3 années. C'est ça, presque 4 années-lumière. Et en se souvenant qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Ça veut dire 10 000 milliards de kilomètres, une année-lumière. 10 000 milliards de kilomètres. Oui. Et nous sommes donc... La première étoile est à... Oui, 3 ou 4 années-lumière. Ça prendrait combien de temps pour se rendre à... Eh bien, à la vitesse de la lumière, ça prendrait 3 ou 4 ans. À la vitesse des satellites, par exemple, qui se rendent vers Jupiter et Saturne, eh bien, ça prendrait quelque chose comme plusieurs milliers d'années, disons. Des milliers d'années? Oui. Donc une vie d'homme, évidemment, n'en parlons pas. Non, il serait exclu de s'y rendre dans une vie d'homme à des distances aussi grandes. Si on n'arrive pas à avoir des vaisseaux plus rapides, évidemment, tout est dans la rapidité du vaisseau. Il n'est pas exclu qu'un jour, on voyage beaucoup plus vite. Oui. Et cette étoile, évidemment, elle n'est pas la seule. Il y en a des milliers, des milliers. Des milliards, des centaines de milliards seulement dans notre galaxie. Et des galaxies comme la nôtre, on en a vu plus d'1 million. J'ai une photo à la maison dans laquelle il y a 1 million de galaxies qui contiennent chacun 100 milliards de soleils. Et on a toute raison de penser que le nombre de galaxies est infini, c'est-à-dire qu'il y en a plus que vous pouvez imaginer. L'infini, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. Nommer un très gros chiffre, l'infini, c'est encore plus gros. Mais ce que vous nous dites aussi dans ce bouquin, c'est que tout cet univers, il n'est pas stable, il n'est pas fixe. Je pense que ça, c'est au moins la première chose que j'ai compris. Est-ce que j'ai eu raison de penser que c'est une idée importante? Absolument, et ça, c'est une grande découverte de la pensée humaine, parce que c'est une découverte qui date à peine de 50 ans et la confirmation d'une quinzaine d'années. C'est qu'avant, pendant toute l'époque 16e, 17e, 18e, 19e siècle, on pensait que l'univers est éternel, qu'il avait toujours existé, qu'il existerait toujours. On pensait bien qu'il y avait ici sur la Terre du changement, de la vie et de la mort, mais on pensait que ça c'était fragmentaire, épisodique, anecdotique, et que dès qu'on s'éloignait, dès qu'on dépassait la Lune, Aristote parlait du monde en cislunaire, de ce côté ici de la Lune, et translunaire, l'autre côté de la Lune. Eh bien, la Lune, c'était un peu la limite. Vous savez, la Lune, elle est assez fixe quand même, mais elle change, elle a des phases, et on la voit naître, vivre et mourir, si on peut dire, et renaître. Eh bien, on pensait que plus loin que la Lune et dans l'ensemble de l'univers, c'était fixe, éternel, ça ne bougeait pas. Et on s'est aperçu donc, avec la découverte de l'expansion, du fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres, que ce n'est pas le cas, qu'il y a une histoire de l'univers, que l'univers a eu un début et qu'il se passe des choses dans l'univers. Ça, c'est cette grande révélation
de ce siècle que j'ai essayé de mettre Oui. en valeur, parce qu'on n'a pas encore compris tout ce que ça voulait dire. C'est une chose qui reste encore dans le domaine des astrophysiciens, mais les gens en général, les gens qui réfléchissent, en général, ne sont pas tout à fait au courant de cela. Et je crois que c'est très important pour un philosophe ou quelqu'un qui veut réfléchir sur le monde de se rendre compte qu'il y a cette histoire de l'univers. On en fait ce qu'on veut, mais en fait, c'est une donnée fondamentale. Mais quand on dit histoire de l'univers, évidemment, moi, je vous dis, je suis obligé de comprendre avec mes catégories qui sont celles un peu d'un primaire à côté de vous, n'est-ce pas? Quand vous me dites histoire de l'univers, je suis obligé de vous dire, à ce moment-là, il y a des questions qui m'apparaissent, n'est-ce pas? D'où venons-nous, n'est-ce pas? Où allons-nous? Combien de temps va durer cette démarche? Comment ça va finir? En fait, c'est des tas de questions. Oui, mais ça, c'est les questions que nous posons nous-mêmes. Vous aussi. Nous en sommes mais pas à évidemment se dans les poser mêmes ces termes, questions-là. j'imagine. C'est-à-dire qu'on a des moyens, disons, d'aller plus loin dans les réponses à ces questions. Par des observations, nous savons quel genre d'observation il faut faire pour répondre à ces questions. Par exemple, si vous demandez quel est l'âge de l'univers, par exemple, puisqu'on parle d'une histoire de l'univers, quand on parle d'histoire, on parle de chronologie, on parle d'âge. Il y a une date où se passe quelque chose, il y a la fondation de Rome, il y a, etc. Bon, quel est l'âge de l'univers? Eh bien, on lui donne aujourd'hui un âge qui est compris entre 15 et 20 milliards d'années. C'est pas très précis, mais en fait, c'est vraisemblablement pas en dehors de cette fourchette. À ce niveau de 15 milliards, on peut accepter une marge d'erreur. Mais comment vous faites, justement, pour dire de 15 à 20 milliards d'années? Eh bien, alors, comment on mesure l'âge de l'univers? Oui. C'est ça que vous me demandez. Il y a plusieurs démarches différentes. Par exemple, dans l'univers, il y a des atomes. Nous sommes faits d'atomes. Certains de ces atomes sont des espèces d'horloges. Ce sont des atomes radioactifs, l'uranium, dont on parle beaucoup. Et on peut mesurer l'âge de ces atomes, c'est-à-dire l'âge des plus vieux atomes. Et on s'aperçoit qu'il y a des atomes qui sont créés depuis toujours, mais pas depuis toujours précisément, mais les plus vieux qu'on trouve, ils ont entre 15 et 20 milliards d'années. Alors on se dit, s'il n'y a pas d'atomes plus vieux que ça, c'est vraisemblablement parce que l'univers date de ce moment-là. On peut aussi regarder les étoiles et on peut, par des méthodes compliquées que je ne pourrais pas vous décrire ici, donner un âge aux étoiles. Par exemple, notre Soleil, il a 5 milliards d'années. Mais on regarde un grand nombre d'autres étoiles et on trouve que les plus vieilles étoiles, elles ont entre 15 et 20 milliards d'années. C'est deux choses totalement différentes. Mesurer l'âge des atomes et mesurer l'âge des étoiles, ça n'a rien en commun. Et pourtant, le fait que vous arrivez à la même réponse, 15 et 20 milliards d'années, ça vous confirme que c'est vraisemblablement l'âge de l'univers. Il y a une troisième méthode qui est précisément le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et vous tournez le film à l'envers dans votre imagination et vous vous dites combien ça va prendre de temps pour que toute cette matière se retrouve ensemble dans un magma très dense et vous trouvez 15 à 20 milliards d'années. Donc, quand vous avez trois façons différentes d'évaluer un âge et que ça donne à peu près la même réponse, ben vous êtes fondé de penser que c'est vraisemblablement une bonne réponse. Je ne veux pas vous prendre au piège des mots, Hubert Reeves, mais il reste que tout à l'heure, vous avez vous-même employé un mot qui quand même est important dans un débat que l'on trouve actuellement même dans les revues. Vous avez employé le mot « créer ». N'est-ce pas? Donc, vous venez de me parler de l'âge de l'univers. Est-ce que vous, astrophysicien, avec la science que vous avez, vous pouvez dire comment ça s'est passé au début? Pouvez-vous dire d'où nous venons et comment ça s'est passé? En tant qu'astrophysicien, certainement pas. La physique et l'astrophysique, la démarche de l'astrophysicien, c'est la démarche d'un explorateur. Un explorateur, par exemple, qui veut explorer le continent africain. Alors, il part de la côte et il s'en va vers l'intérieur. Et il se rend de plus en plus loin, mais il ne sait pas ce qu'il y a devant lui. Nous partons d'aujourd'hui et nous remontons dans le passé, comme les explorateurs entrent à l'intérieur du pays. Et nous nous approchons de plus en plus d'un instant que nous appelons le temps zéro, parce que c'est le moment, disons, où la température est très élevée, où et la densité est très élevée. Nous ne sommes pas arrivés à connaître la nature et la structure de l'univers au temps zéro. Nous sommes bloqués pas très loin du temps zéro, à peu près 1 millionième de seconde. Vous me direz si vous savez ce qui se passait 1 millionième de seconde après le début. Je ne vois pas pourquoi vous ne connaissez pas ce qui s'est passé au temps zéro, mais pas du tout. C'est un énorme chemin parce que plus vous remontez, plus vous arrivez dans un univers qui est étrange. Étrange et inconnu, comme les explorateurs. Et vous avez de moins en moins de moyens de l'étudier parce que ses propriétés sont tellement fantastiques que vous ne connaissez pas les lois de la physique qui décrivent cette matière. Et nous sommes donc bloqués
à peu près la première microseconde. Il y a des progrès qui se font, mais on ne voit pas comment on atteindra le temps zéro, puisque le temps zéro, c'est le moment où les énergies sont infinies. Or, la physique ne sait pas s'adresser à des problèmes infinis. Elle ne peut s'adresser qu'à des problèmes finis. On peut décrire l'univers quand il y a tant d'énergie, tant de température, tant de vitesse, mais si vous demandez de décrire quand l'énergie est infinie, c'est hors du contexte de la physique. Donc, la physique, l'astronomie, pour l'instant, ne peuvent pas vous dire comment ça s'est passé au temps zéro, non plus que ce qu'il y avait avant, parce qu'on pose aussi la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, en tant que physicien, en tant que scientifique, vous ne pouvez pas répondre à cette question, vous n'avez aucun moyen. Ce qui ne veut pas dire que la question n'est pas intéressante, ce qui ne veut pas dire que vous ne puissiez pas en discuter, mais vous pouvez en discuter non pas en tant que scientifique, mais en tant qu'être humain, et à ce moment-là, vous pouvez donner ce qu'on appelle une interprétation qui fait intervenir à la fois vos connaissances scientifiques et aussi, à mon avis, ce que vous aimez sur le plan des idées, votre sensibilité. Si vous avez une sensibilité religieuse, si les idées religieuses vous plaisent, vous vont, à cause de votre éducation, de votre vécu, eh bien, vous n'aurez pas de malaise à dire « moi, je vois là l'œuvre d'un créateur ». Et si vous avez vécu toute votre vie au Québec ou en Occident, vous l'appellerez peut-être Dieu. Si vous avez vécu en Inde, vous l'appellerez Shiva ou Brahma. Et si vous avez vécu en Chine, vous l'appellerez Bouddha, ou enfin, pas Bouddha, mais celui que Bouddha présente. Et donc, je pense que là, on est dans une démarche personnelle, valable, mais qui n'est plus du domaine de la science et qui est du domaine de l'opinion. Est-ce que vous seriez gêné de me dire, Hubert Reeves, si vous, justement, vous avez des préférences et quelles sont vos préférences dans ce domaine? Oui, j'ai des préférences. Je pense que le rôle des différentes religions a été d'essayer de percevoir, d'aller un peu plus loin que les données scientifiques de l'époque et de maintenant, et de percevoir un peu quelle est la nature profonde de cet univers et est-ce qu'il y a une intention dans cet univers et quelle est cette intention. Et moi, j'ai plutôt une préférence pour un type de religion qui se tient modestement à la limite de ce qu'il peut savoir et qui n'en met pas trop. C'est-à-dire, par exemple, j'ai beaucoup de sympathie pour les zen bouddhistes qui voient là une intention, mais qui font bien attention de ne pas lui donner une structure trop fixe, trop rigide, qui n'en font pas un personnage avec des attributs. Je pense que c'est une certaine naïveté que de penser que nous pouvons aujourd'hui, avec notre intelligence, définir ce qu'il y a au-delà. Je pense que nous ne pouvons donner que des balbutiements, des images préliminaires, et qu'il est sage de ne pas fixer d'en faire une vérité. C'est-à-dire de ne pas l'énoncer, la conceptualiser en pensant avoir atteint la vérité. Parce qu'avoir atteint la vérité, c'est ouvrir la porte à l'intolérance, c'est ouvrir la porte à « moi j'ai raison, donc vous avez tort » et aux guerres de religion, etc. J'ai beaucoup plus de sympathie pour la position hindouiste qui consiste à dire « la vérité est multiple, vous avez la vôtre, j'ai la mienne et nous avons chacun notre approche qui dépend de notre personnalité et il n'y a aucune raison pour que ce qui me va vous aille forcément. Donc, je n'ai pas de raison de vous l'imposer parce que moi, ça me va. Mais vous acceptez donc, vous, physicien, n'est-ce pas, qu'il y ait des vérités que l'on appelle métaphysiques? Oui, tout à fait. Je pense que, je dirais pas ça, je dirais le questionnement métaphysique est pour moi un questionnement valable et intéressant. Et nous y sommes menés directement dès que nous faisons de la cosmologie et que nous regardons l'univers, nous sommes menés, par exemple, à cette question. On voit qu'il y a l'univers qui commence à un moment donné et on est amené à se demander qu'est-ce qui était là, d'où ça vient, où ça va, est-ce qu'il y a une intention? Et donc, même si on ne peut pas répondre à ces questions sur le plan scientifique, on peut quand même les trouver intéressantes et chercher s'il n'y a pas d'autres réponses qui ont été données. Maintenant, je ne crois pas beaucoup, quand on parle de la métaphysique, encore une fois, à des vérités, parce que je me méfie toujours un peu de ces vérités qui ont tendance à scléroser les choses et à leur enlever leur vrai mystère. Voilà. Le problème des religions et des métaphysiques, c'est un peu d'avoir coupé la nature profonde de l'univers en la fixant sur des mots. Et j'aime beaucoup cette fameuse phrase de Flaubert qui disait « La bêtise, c'est de vouloir conclure ». Et ça, je crois que c'est très profond. Il faut bien admettre qu'à un moment donné, l'esprit humain, qui est quelque chose, qui est en évolution, dont les capacités de s'adapter au réel progressent. Par exemple, l'esprit humain en 1982 est beaucoup plus puissant qu'il l'était
il y a 200 ans ou il y a 300 ans. Non pas que l'intelligence soit plus élevée. Je crois qu'on n'est pas plus intelligent que les hommes de Lascaux. Je crois que les œuvres d'art de Lascaux montrent que l'intelligence est tout à fait aussi bonne. Mais la sensibilité culture, est aussi vive. Voilà. Mais la culture et la capacité de comprendre, les mathématiques, par exemple, on a fait des mathématiques qui sont un instrument très profond, très, très puissant d'étude. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on peut faire des opérations de la cornée que l'homme préhistorique ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas la technologie, non pas parce qu'il n'était pas capable, il n'y a pas de technologie. Eh bien, notre intelligence s'est affinée au cours des années. Nous connaissons de plus en plus de choses. Nous avons une perception de la réalité qui est de plus en plus précise. Mais c'est en développement et ça continuera à s'affiner. Et ça ne peut pas prétendre à un moment donné avoir bouclé, avoir atteint la vérité, le stade final. C'est vieux comme le monde. À tous les siècles, il y a des gens qui vous disent, voilà, je vais vous donner la vérité absolue. Hegel termine un de ses grands bouquins en disant, le savoir absolu en 7 pages à la fin. Après ça, c'est terminé. Mach disait avant Einstein étudiant, c'est pas vraiment la peine de faire de la physique, c'est terminé maintenant, faites donc autre chose. On a toujours dans l'histoire ces gens qui prétendent avoir apporté la vérité. C'est une utopie. Et qu'est-ce que ça vous a donné à vous précisément de faire de l'astrophysique? C'est une question que vous dites qu'on vous pose souvent. Je vais vous le rappeler vers la page 160 à peu près de votre livre « Patience dans l'azur ». Qu'est-ce que ça vous a donné donc à vous de faire? Eh bien, ça m'a donné d'essayer d'apporter, de me donner à moi-même des façons de répondre à certaines questions, certaines curiosités de l'univers. Qu'est-ce que c'est que cet univers? Comment sommes-nous arrivés ici? Non pas que je pense, encore une fois, que l'astrophysique donne des réponses définitives. Loin de là, elle donne des éléments dont il faut tenir compte. Par exemple, je vous donne un exemple d'une orientation philosophique d'une découverte scientifique. La philosophie existentialiste, par exemple, Sartre, Camus, prétendait que l'homme est de trop. On disait, vous êtes de trop dans le monde, vous êtes dans l'absurde. Oui, oui. Alors que vous dites... êtes des jetés là, sans raison. Vous pouvez aussi bien vous faire disparaître, mais votre cadavre sera toujours de trop. Alors que vous dites, Hubert Reeves, l'aventure univers passe par nous et en nous. Exactement. Et ça, c'est quand même étonnant, n'est-ce pas, de la part d'un physicien. C'est que nous ne sommes pas de trop du tout. Nous sommes engagés dans cette aventure dès le début et nous en sommes partie prenante. Et nous faisons partie de cet univers au même titre que les étoiles, que les galaxies, que les atomes, que les quarks qui vivaient au même moment. C'est une progression de la complexité et l'être humain est vraisemblablement, en tout cas chez nous sur la Terre, le plus haut niveau de la complexité de la matière. Alors, on est loin de l'image de l'être humain qui apparaît comme un cheval sur la soupe, ou un chevet sur la soupe, comme vous voulez, et qui n'a rien à faire là. Et voyez, donc ça c'est important pour une réflexion philosophique de savoir cela. Sartre et Camus ne savaient pas cela. Sartre et Camus étaient peut-être plutôt dans l'optique de la biologie du 19e siècle, qui était encore représentée récemment par Jacques Monod, qui disait nous sommes ici par un incroyable hasard, c'est vraiment le coup de loto qui aurait jamais dû arriver et qui est arrivé. Ce n'est plus du tout la vision des biologistes. Et de ce point de vue-là, même vous rejoignez la pensée d'un mathématicien comme René Thom, qui récemment encore, dans un article de la revue Le Débat, disait silence au bruit, halte au hasard, n'est-ce pas? Oui, mais oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thom. Le hasard existe, il joue un rôle fondamental dans la formation des êtres humains, dans la formation des animaux, dans la nature, mais c'est un hasard qui peut construire. Ce n'est pas le hasard ordinaire, parce que le hasard ordinaire, ça ne fait jamais rien. C'est un hasard qui peut construire parce qu'il existe une structure qui permet à ce hasard de faire des bons coups et d'en faire profiter la vie. Et cette structure, bien sûr, c'est l'ADN, c'est cette fameuse molécule. Vous voyez, quand on dit tout ça est dû au hasard, il faut s'entendre. Le hasard ne peut rien faire s'il n'y a pas des structures pour accueillir ces résultats. Par exemple, si vous voulez jouer au hasard, vous prendrez des dés. Et ces dés, ils ont déjà une certaine structure. Il y a 1 décrit sur un côté, 2, 3, 4, 5, 6. Mais essayez de faire des jeux de hasard avec une boule ronde. Vous ne pouvez absolument pas. Il faut qu'il y ait des dés au départ.
Par exemple, vous connaissez cette histoire des singes qui tapent à la machine et qui, un beau jour, aboutissent aux œuvres de Shakespeare. C'est pas impossible, mais il faudrait qu'ils aient une machine avec des lettres. S'il n'y avait pas de lettres, ils peuvent taper tant qu'ils veulent, ils ne feront jamais les tragédies de Shakespeare. Et cette structure, pour vous, elle n'est pas platement mathématique. Pour vous, cette structure, même, elle est musicale, n'est-ce pas? Oui, L'univers est musique. on peut faire une analogie précisément entre le fait que, bon, la musique, la différence entre la musique et le bruit, c'est que dans la musique, il y a de l'organisation. Dans la musique, on a mis des sons les uns après les autres et ça fait une certaine musique, que ce soit du jazz ou du disco ou du Beethoven, ça n'a pas d'importance. Vous avez choisi des sons, vous les avez mis dans un certain ordre. Tandis que le bruit, eh bien, c'est aucun ordre. Eh bien, un des grands problèmes métaphysiques qu'on peut poser sur l'univers, c'est que l'univers aurait très bien pu ne jamais s'organiser. Il aurait très bien pu y avoir jamais aucun ordre. On peut imaginer des quantités d'univers avec des lois de la physique tout à fait décentes et acceptables pour un physicien qui ne produiraient jamais d'êtres humains, jamais d'animaux, jamais de cellules, jamais de molécules, jamais de noyaux, mais qui resteraient toujours au niveau des particules élémentaires. Et une des grandes interrogations sur notre univers, c'est comment se fait-il que nous soyons dans un univers qui a les propriétés de s'organiser? Ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est qu'on a l'impression, anthropique, A-N-T-H-R-O-P-I-Q-U-E, l'être humain, c'est qu'on a l'impression que le seul fait qu'il y a des gens qui s'interrogent sur l'univers, ça dit beaucoup sur l'univers parce que ça dit que l'univers est capable de créer quelqu'un qui se pose des questions. Et quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelque chose d'extraordinairement organisé. Et c'est quelque chose qui vient de très loin puisque cette organisation commence au début de l'univers. Et cette organisation, donc l'univers était capable dès le départ d'engendrer, ça a mis du temps, il a fallu des étoiles, il a fallu des galaxies, il a fallu le jeu du hasard, il a fallu des quantités de choses, mais l'univers était capable de créer un être qui était organisé. Et ça suppose qu'il avait des propriétés très spéciales au départ. Donc, je reprends votre expression. L'expérience univers se réalise en nous et par nous, mais vers quoi? Est-ce que donc... ça, j'aimerais bien le savoir. Oui. Vers quoi allons-nous? Ça, j'aimerais bien le savoir et moi, j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus parce que j'ai l'impression que maintenant, nous arrivons dans un cul-de-sac. Est-ce que c'était vraiment la peine de faire un être aussi organisé s'il doit nécessairement se détruire à coups de bombe atomique? Est-ce que ce n'est pas un peu une farce sinistre? Vous voyez, s'il a fallu prendre 15 milliards d'années pour faire un homme tellement organisé, donc avec une telle capacité d'agir sur la nature, de créer une technologie super puissante, de faire des bombes atomiques, si ces bombes atomiques vous ramènent ça à zéro? Alors là, je me demande des questions. Alors moi, j'aimerais bien le savoir. Vous ne dites pas comme Pascal, le silence infini, le silence des espaces infinis m'effraie, mais vous dites la musique des espaces infinis m'effraie un peu, mais m'émerveille beaucoup. Oui, elle m'émerveille, mais en même temps, je me dis, si ça doit se terminer en catastrophe, je trouve ça sinistre. Vous savez, il y a ces jouets qu'on vendait il y a quelque temps aux États-Unis. On vous donnait un énorme jouet, c'était une très grosse boîte. C'était des cadeaux de Noël. Vous mettiez la machine en marche et il sortait des bras et des engins qui détruisaient tout l'objet. Et à la fin, il ne restait plus qu'un paquet de ferraille et un peu de fumée. Bien, on a un peu l'impression... Oui, c'était un gag qui était très populaire aux États-Unis. On l'utilisait une fois, ce jouet. Vous le mettiez en marche, il se détruisait, bien qu'elle le mette à la poubelle. Eh bien, si cette histoire de l'univers doit se terminer par des bombardements atomiques et par le retour à l'état pratiquement atomique avec radioactivité à la clé, bien, ça me rappellera un peu cela. Donc, bon, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas certain que nous aurons la guerre atomique, j'espère que nous ne l'aurons pas, mais simplement, je me pose des questions sur cette intention. Quand on parle d'une intention dans la nature, je crois qu'il y a une intention dans la nature, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et où est-ce qu'elle va? Et quand vous regardez ce qui se passe sur la Terre et que vous voyez que ça va mal, en gros, qu'il y a de la saloperie partout, il y a de la saloperie en Pologne, il y a de la saloperie au Chili, vous vous dites que c'est quoi? Ça rime à quoi, tout ça? Mais justement, là, vous évoquiez Monod tout à l'heure, les recherches biologiques de Monod l'ont amené à, on peut dire, à définir une certaine morale qu'il a appelée morale provisoire. Oui. Mais vous, vos recherches en physique, est-ce qu'elles vous amènent à définir une morale? Parce que c'est un peu là-dessus que vous nous amenez actuellement, à la saloperie, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je dirais qu'à partir du moment où vous prenez conscience du fait
que vous faites partie de l'univers, que vous êtes dans le courant de l'univers, dans le courant du développement de la complexité, et que, par ailleurs, vous êtes capable d'arrêter ce développement. Aucun singe n'a pu penser à éliminer la vie animale sur la Terre, aucun dinosaure, mais l'homme, par ailleurs, est le seul à pouvoir tout d'un coup se trouver, a les moyens de détruire tout ça. Je pense qu'il doit prendre conscience de cette responsabilité et voir à ce que ça ne se produise pas. Alors, comment ça se passe dans la réalité? Je ne sais pas, la jurisprudence, c'est autre chose. Mais la morale, je crois, c'est cette morale de veiller à ce qu'on n'arrête pas cette musique. C'est ce que je dis dans le bouquin, veiller à ce qu'on n'arrête pas cette musique. C'est-à-dire à ce qu'on arrête de détériorer la planète, parce qu'il n'y a pas que la guerre nucléaire qui nous menace, il y a toutes les menaces à l'environnement, il y a l'épuisement des réserves naturelles, les pollutions variées, etc. Et sur ce plan, je suis très nettement opposé à l'industrie nucléaire, à l'énergie nucléaire extraite des réacteurs, parce que ça mène directement à la production de plutonium et d'uranium enrichi, qui mène directement à la bombe atomique. Et je pense que ça, on nous cache ça quand on nous dit les réacteurs, c'est pas dangereux. C'est vrai qu'on peut arriver à un certain contrôle des réacteurs, encore que ce soit pas tout clair, mais il est certain que chaque fois que vous mettez sur le marché 1 gramme de plutonium, vous augmentez la possibilité d'une prolifération que d'autres États irresponsables s'en emparent et produisent la guerre. Mais le scientifique Hubert Reeves, lui, a des moyens d'agir, n'est-ce pas? Il est dans des laboratoires et des conseillers de grandes sociétés, etc. Mais je veux dire, l'individu Hubert Reeves ou Marcel Brisebois ou notre téléspectateur, quel style de vie peut-il adopter justement pour être responsable? Eh bien, là, vous m'en demandez beaucoup. Là, je ne peux pas vous donner un code de morale. Je pense qu'un code de morale, pour moi, passe par un respect de la vie et un respect de l'environnement. C'est un peu la philosophie qu'on retrouve beaucoup chez les Indiens d'Amérique, qui étaient des gens très sages et qui avaient déjà établi une harmonie avec leur environnement. Les Indiens d'Amérique ne chassaient pas pour chasser, chassaient quand il fallait, ne tuaient d'animaux que ce qu'il fallait, ne détruisaient pas la nature pour rien ou pour des motifs de faire de l'argent ou des choses comme ça. Ils avaient un très grand respect de la nature, très grand respect qu'on retrouve aussi chez les Indiens des Indes, pour lesquels les étoiles et les animaux sont nos sœurs. Et contrairement à l'homme occidental, qui a suivi cette règle, cette fameuse règle de Descartes, qui disait il faut asservir la nature à nos besoins. Je crois qu'on l'a fait et qu'on s'est aperçu qu'on a eu tort, que ça nous est retombé sur le dos et qu'il faut maintenant faire marche arrière. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour les démarches écologiques, par exemple. Ces gens qui disent attention avant de faire quelque chose, attention avant de faire la baie James, attention à faire... Il faut garder la nature, lui garder son autonomie, garder son harmonie, notre harmonie avec elle. Et que si on ne le fait pas, nous sommes les premiers perdants. C'est ce que Descartes ne savait pas. Descartes ne savait pas que si nous détruisons la nature, c'est nous-mêmes que nous détruisons. Hubert Reeves, je vous remercie. Merci.